Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Capitale mondiale de l'alpinisme, Chamonix a un côté un peu sauvage. Il faut connaître les chamoniards pour percer la première barrière. Et finalement, on voit une Chamonix peut-être plus ouverte. C'est une ville qui a inventé aussi le tourisme, c'était il y a plus d'un siècle. Mickey Bourdiat est un Bourguignon qui est venu se perdre dans les montagnes et c'est une vraie rencontre avec Pierre Carrier, un grand alpiniste et un chef 2 étoiles au guide Michelin. Ils ont construit d'ailleurs ce restaurant ensemble, ils l'ont monté dans les firmaments de la gastronomie française et après, Mickey Bourdiat a voulu tracer sa voie et a ouvert cette adresse à quelques centaines de mètres du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Ambiance retour de ski, très montagne à Chamonix. Comment ça va, Michael? Ça va bien. Un petit thé chaud, on se réchauffe, on est bien là. Hein. Dis donc, ce restaurant, à 200 mètres du 2e site touristique français, l'Aiguille du Midi, c'est une folie? Bon non, pourquoi? Non. Au départ, on était content d'avoir trouvé un lieu. Après... Quel spot? Ouais, c'est un beau spot, ça c'est clair. On est à Chamonix, il y a des éléments de granit, mais quand même un côté un peu urbain. On a essayé de garder les granites pour la typicité de la montagne et à la sortie de ça, on a quand même fait quelque chose d'un peu plus moderne que ce qui est vu partout. Donc, ouais, c'est un peu urbain quand même. On a dépoussiéré, on va dire. Quand on rentre dans le restaurant, parfois, dans le porte-parapluie, il y a des piolets. Il y a des personnes qui ont fait, par exemple, la traversée des Trois Monts ou une vallée blanche. Et pour remercier le guide, ils invitent leur guide ici. Ça te plaît, ce mélange? Il n'y a pas que des gens qui se sont habillés pour aller au restaurant. Ah mais la cuisine aujourd'hui doit être démocratique et au contraire, on est fiers d'avoir les guides parce que c'est quand même la compagnie des guides à Chamonix, c'est un fleuron et on est content d'avoir ces guides qui ramènent ces clients qui viennent aussi se faire plaisir ici le midi. C'est très hétéroclite la clientèle du Midi, ça va du cadre supérieur au directeur de la compagnie du Mont Blanc, à des montagnards, à des skieurs. Il faut que ça soit comme ça la cuisine, il faut arrêter les cravates et tout le reste, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire plaisir à tout le monde. Alors, chose incroyable, dans ce restaurant, on peut manger pour, je crois, 20 € à midi, un plat et un dessert dans une étoile Michelin, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Bon, on a toujours voulu amener la cuisine accessible à tout le monde. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière et on arrive à faire découvrir des produits assez énormes à tout le monde. Même à 20 €, on arrive à faire des produits tout à fait corrects avec un dessert au choix à la carte. Michael, il y a de la place pour faire du social ici à Chamonix, dans une des plus grandes stations prestigieuses des Alpes? Oui, il y a de la place, oui, bien sûr. Mais c'est tellement beau, un restaurant complet. Avoir des tables pour avoir 2 tables assis dans un restaurant gastronomique à vendre 150 € la chose le midi, ça n'a aucun intérêt. Les gens, en plus, ils s'embêtent dans la salle de restaurant. Il n'y a pas d'âme. On est tous là pour voir du monde. Chamonix est une ville qui brasse, où on est content de voir du monde. Tout le temps, toute l'année, il y a du monde dans les rues, il y a du monde partout. Donc pourquoi faire un restaurant qui serait vide? Aucun intérêt. Les gens, parfois, ont dit qu'ils ont le caractère dur, les chamoniards. Comment tu as fait pour te faire adopter par les gens d'ici? Déjà, j'ai fait 15 ans avec sans doute la personne la plus importante de Chamonix, qui est Pierre Carrier. Donc, Quel grand chef et quel alpiniste aussi. Ouais, c'est un personnage assez énorme. Tout ce qui traîne, ou tout ce qui draine autour de lui est fabuleux. Il est droit, il est juste, il est humain. Et son personnel est à l'effigie du personnage. C'est-à-dire qu'il respire le bonheur, tout. C'est pas quelqu'un de... Et c'est quelqu'un qui fait tout à fond, un peu comme moi. C'est quand il part en montagne, il y va à fond et on n'arrive pas à faire quelque chose d'à moitié. C'est ça les cuisiniers, c'est qu'on est des vrais compétiteurs, des vrais sportifs dans l'âme et on aime la compétition, on aime être les meilleurs, on aime se dépasser. L'histoire de la gastronomie alpine a commencé quelque part à Chamonix, au début du XXe siècle. Les bons endroits, ces gens qui sortaient, il y avait un peu une élégance, un prestige. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sportswear. Ça te plaît, cette ambiance? Les gens viennent en pull, viennent en polaire, c'est autre chose. Oui, c'est tout à fait. Au début du siècle, c'était des palaces à Chamonix, c'était des choses comme ça, c'était des clientèles qui étaient là pour ça. Aujourd'hui, moi, je pense que Chamonix doit justement faire du sport, c'est l'image de la France. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, tout le monde connaît Chamonix. Le monde entier connaît Chamonix. Tout le monde connaît Chamonix, plus que Lyon et Marseille, sans doute. Et donc, il faut s'en valoir de ça. Et puis, on est un vrai endroit de sportifs. Donc, je pense qu'on est content d'avoir tous des clients qui arrivent en sportswear. Ton restaurant est presque un refuge pour eux.
un moment d'art de vivre dans une ville qui n'est peut-être pas. J'aurais aimé vraiment tenir un refuge. Ouais. Il y a des fois, c'est vraiment Ah ouais, quelque chose d'assez mythique quand même. raconte. Cette ambiance d'accueil, des gens qui accrochent leur pot de phoque en arrivant, cette ambiance guide, parce qu'en fin de compte, les guides sont jamais prétentieux, pendant qu'on sait pas un dixième de ce qu'ils ont pu faire ou réaliser. Ça, c'est la grande classe de pas sortir sa carte de visite en disant je suis un tel et vous avez en face de vous sans doute l'un des plus grands alpinistes du monde qui a fait des voies, des choses, qui a pris des risques énormes et qui se met tout à fait en dessous de vous par la mentalité et tout le reste. Ça, c'est exceptionnel. C'est une leçon de vie par rapport à certaines personnes dans la vie qui veulent sortir tout de suite une prétention, une chose comme ça. Eux, jamais. C'est toujours le lieu et le site est bien plus important. Comme nous, avec nos produits, il ne faut pas qu'on passe outre le produit. Un sommelier, quand il ouvre une bouteille de vin, il faut qu'il respecte le vigneron qui a mis en bouteille. Lui, il est juste là pour le servir à bonne température et le servir correctement. C'est un engagement d'être à Chamonix. Il faut être un compétiteur pour croire à Chamonix à l'année. Bien sûr que c'est facile quand on ouvre quelques semaines par an, mais ouvrir une adresse comme ici toute l'année, c'est un vrai engagement. Et je crois que Mickey est arrivé à prouver aux Chamoniards en premier, aux gens du pays, qu'il était possible de manger de façon simple, de façon régulière, car là aussi c'est un combat de maintenir un niveau de qualité. Donc il faut avoir les qualités d'un sportif pour réussir ce pari. Ça va Stéphane? Ça va bien Alexis. Quand on voit Mickey au bord de la glace, il y a des petits yeux comme un gamin. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément au bord de la glace. Je pense que c'est dès qu'on met Mickey autour d'une enceinte sportive, c'est comme ça, il ne peut pas s'empêcher de vivre le sport. Et le hockey, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il le suit. On a lié une amitié justement autour de ça, autour du hockey, et on est devenus vraiment très proches. Et on compare souvent nos métiers aussi, où lui il est chef cuisine et moi entraîneur. Et on a à peu près les mêmes problématiques souvent de gestion, de management. C'est assez intéressant. Ce chef a-t-il les valeurs d'un sportif? Oh, plus que ça, beaucoup plus que ça, bien sûr. C'est un gagnant. C'est un gagnant, il se lève le matin, il faut qu'il gagne dans n'importe quoi. La petite anecdote, c'est qu'on s'est mis tous les deux au squash il y a maintenant 2 ans et demi et je n'y vais plus. Je n'y vais plus parce qu'il y a 1 an et demi, je le battais à chaque fois et maintenant je ne touche même pas la balle. Donc voilà, c'est quand il commence à faire quelque chose, notamment dans le sport, il va le faire à fond et il va se donner les moyens de réussir, tout comme il le fait dans sa cuisine. Dès que tu peux, tu vas déjeuner dans son endroit, dans son restaurant. Pourquoi? Je me sens bien là-bas, je me sens bien et souvent, même si lui il est derrière les fourneaux, il vient vite me rejoindre, on échange beaucoup sur la vie, mais aussi sur nos métiers, sur le sport et c'est l'amitié. Et manger là-bas, où est-ce qu'il y a un endroit mieux à Chamonix pour aller manger tous les jours le midi? Il y a beaucoup de sportifs dans ce restaurant. Il y a toi, il y a des guides de montagne, il y a des moniteurs. C'est une ambiance très sportive. Oui, mais je pense que c'est aussi surtout une ambiance très simple. Et c'est ça aussi qu'on peut rechercher en tant que chamoniard, en tant que sportif amoureux de la montagne. Et voilà, on arrive chez Mickey, il n'y a pas de bling-bling, il y a juste ce qu'il faut pour qu'on soit bien et qu'on soit bien accueilli et qu'on passe un excellent moment. Est-ce qu'il y a un plat qui t'a marqué chez Mickey? Je ne sais pas, tu aimes les couleurs, tu aimes les montages des plats, le dressage. Qu'est-ce qui t'intéresse dans sa cuisine? Je pense que c'est essentiellement le goût du produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi non plus dans sa cuisine. On ressent vraiment le goût du produit, que ce soit un poisson, une viande ou des légumes. C'est essentiellement cela qu'il faut retenir, je pense, de la cuisine de Mickey. Il nous a beaucoup parlé de son engagement pour les produits. Il aimerait un jour que son restaurant soit entièrement fourni de produits made in Savoie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on le sait qu'il a beaucoup de valeur par rapport à ça. Il fait déjà beaucoup de choses dans ce sens et c'est forcément, et ça se ressent dans sa cuisine, c'est ce qu'il recherche. C'est valoriser le produit avant tout. C'est pas la décoration de l'assiette ou les choses comme ça, c'est vraiment le produit, quand on va le déguster, on va vraiment se régaler. Sous son apparence, parfois un peu brute, sportif, comme toi, c'est un homme très sensible. Oui, on va dire comme un montagnard, alors qu'il vient de la région parisienne. Je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui... C'est une star, Mickey, mais personne ne le saura.
et il ne fera jamais paraître. Et c'est ça qui est vraiment agréable avec lui, c'est cette humilité. Il n'a que de l'humilité en lui et que envie de faire plaisir aux gens. Et il est respectueux de tout, de n'importe quel métier. Il a beau être, lui, une vedette avec une étoile au Michelin. Ça ne change rien, il est capable d'aller manger dans n'importe quel restaurant de la vallée et d'apprécier ce que le chef lui aura fait à manger. Et c'est ça qui est vraiment agréable avec Mickey. Dernière petite chose, c'est un chef social qui aime se défoncer pour que tout le monde soit à l'aise. 20 €, on peut manger pour 20 € dans son restaurant. Petite anecdote comme ça, il s'est beaucoup investi pour le hockey et un jour on organise ici au Chamonix Hockey Club un tournoi pour les enfants qui représente 450 enfants sur 2 jours, 1000 repas sur 2 jours. Il a été le premier volontaire pour faire à manger dans la cuisine du collège ici. Et il a régalé les enfants et ce repas à 20 € le midi, ben voilà, il donne encore aux gens, il donne la possibilité à tout le monde de venir manger dans son restaurant et c'est juste absolument remarquable. C'est un apéritif convivial, simple, avec du parmesan, avec un pain perdu et des escargots qui sont produits à quelques kilomètres de Chamonix, à Maglan. Une recette toute simple, un moment de convivialité pour découvrir le chef. Pain perdu au parmesan avec les escargots de Monsieur Baumel. Tout à fait, Alexis. Donc on a fait une recette. C'est génial. On a fait une recette à base de pain perdu parce qu'en montagne, en général, on n'aime pas perdre. Donc on prend le pain qui a 1 ou 2 jours. D'accord. Et... Tout se recycle, hein? Ah, tout se recycle en cuisine, tu sais, on est toujours... Et le pain, en fin de compte, on va le faire Allez, tremper dans le lait. Le lait, on peut aussi faire... C'est une recette apéro. Ouais, complètement. Sympa, en redescendant. On aurait pu faire infuser le lait avec de la couenne de lard fumé et de l'ail, si on veut. Ça amène ce petit goût fumé dedans. Juste infusé, froid. Après, vous le faites refroidir et vous infusez, vous trempez votre pain dedans. Ça amène tout de suite... Donc, on prend la tranche de pain. Ouais. Tu vois, Alexis? Comme ça. Par contre, il faut bien que ça prenne le lait. Donc le pain, il a 1 ou 2 jours. Il faut qu'il soit un petit peu rassis pour qu'il vienne bien prendre le lait dedans, qu'il s'imbibe bien. Ce qu'on veut, en fin de compte, dans le pain perdu, c'est d'avoir une croûte qui va être constituée par rapport à la cuisson et le parmesan, mais que dedans, quand on mange, ça fasse un peu un esprit un peu crémeux dedans. Un peu, pas les croûtes, pas comme les croûtes quand même, mais... Pas loin. Il faut qu'ils soient imbibés. Voilà, très clairement. Quand il a été là. là. Je retiens ton idée, pourquoi pas de mettre un peu de lard d'Arna avec un peu de thym dessus, qui est un peu de liaison lard qui soit intéressante. Là, tu l'as mis dans du jaune d'œuf. C'est de l'œuf entier qui est juste battu, salé, poivré. D'accord. Donc c'est juste pour emmener cette croûte. Donc on le laisse aussi bien prendre, comme ceci. Après on l'égoutte un peu. Et après on va le rouler juste dans le parmesan. C'est pas mal ta dinette là. T'as vu, hein? Ça me plaît bien. Côté apéro, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on va manger, mais il y a des beaux escargots. Donc ça, en plus, à la maison, vous pouvez le préparer un tout petit peu avant. Pas trop, parce que sinon, il se ramollirait trop. Mais en tout cas, si vous voulez profiter un peu de l'apéritif, vous pouvez le paner. Et après, on est bien. On le prend, là, et on va aller le cuire tout doucement. En gros, 2-3 minutes de chaque face. Parce que le parmesan a tendance à vite colorer. Donc il faut mieux amener une croûte tout doucement pour que ça croustille dessus, qu'on ait vraiment cet aspect qu'on cherchait. Et là, il y a les escargots. En plus, toi, tu es bourguignon d'origine, donc si tu dis que nos escargots de Haute-Savoie et de Maglan sont magnifiques, Monsieur Baumel, bien entendu. Tout à fait. C'est un super produit, il travaille très bien. Ah, c'est génial. Donc on additionne nos escargots. Dedans, on va ajouter une purée de persil qui est juste faite avec du persil plat blanchi, mixé. On l'additionne dedans. Et avec ça, on met un beurre d'escargot. C'est un beurre d'escargot un peu spécial. Dedans, on ajoute de la poudre d'amande torréfiée pour que le beurre il soit un peu lié par rapport à... pour pas qu'il trille comme un beurre très gras. On additionne un filet d'anchois aussi également. Oh, quelle bonne idée! Parce que ça amène toujours un petit peu de... Un peu de sel, un peu de bière. Ah, c'est une bonne idée, ça. Donc, ça, c'est top, ça. Le filet d'anchois dedans amène toujours un petit goût. J'aime assez cette. On va faire réchauffer correctement ça. Le jus de persil va lier le beurre pour pas que ça fasse très gras. Il faut qu'on ait quelque chose de gourmand, mais pas surnaturel en gras. On cherche pas ça, on cherche juste le goût d'enfance de l'escargot quand on mangeait dans la coquille, mais pas avec le défaut du beurre qui trille et qui est écœurant. Donc voilà. Donc les escargots, tu les fais sauter un petit peu dans ta casserole. Combien de temps? Il faut quand même 3-4 minutes pour que ça chauffe bien à cœur, tout doucement. Tranquille. Est-ce que c'est le rôle d'un chef de montagne
d'aider les producteurs à croire en cette terre cultivable où on peut faire de l'élevage. Il y a un lien finalement entre le producteur, on va dire aussi qu'on peut faire des choses ici à l'année. Ouais, et puis on a un lien sur la promotion de tous nos produits, sur la promotion de notre pays, même les produits du Val d'Aoste. On est un vrai atmosphère montagne, que ce soit Val d'Aoste, Martigny, ici. Je pense que nous, cuisiniers, on est juste là pour essayer de cuisiner au mieux ce qu'ils arrivent à nous sortir, parce que attention, c'est quand même une guerre de tous les jours, comme tu dis, tu prends les légumes en bas à Annemasse, tout ça, ils sont quand même dans des contextes assez compliqués. Mais ils arrivent et c'est des gens qui sont induits, qui sont pleins de cœur, qui mettent de la volonté, qui y font bien. Et ça, il faut y promouvoir. Hein. Raconte-moi ce gars génial là, juste à côté d'ici. C'est ton coup de cœur. Ouais, tout à fait. À l'origine, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout boulanger, il tenait un bar à vin dans Chamonix, mais qui faisait déjà un peu de pain lui-même. Et d'un coup, il a pris la passion de ça et ben, il a carrément été au bout du processus, c'est qu'il est venu me faire goûter des pains au départ. Je disais non, c'est trop compact, il est tout sur des levains naturels, il fait sa farine lui-même, c'est-à-dire qu'il a comme une meule où il broie sa farine lui-même, il cuit son four, son pain lui-même et tout, et à la sortie de ça, c'est un mec qui a tellement de cœur et tout ça dans ce qu'il fait qu'on a été obligé d'être adepte de ses produits. Et c'est un grand personnage, quelqu'un qui a envie de faire avancer le processus ici, qui ne se plaint pas, qui a envie de travailler. Et ça, il faut le défendre, c'est quelque chose d'assez unique. Mon métier réellement, c'est paysan boulanger. C'est-à-dire qu'en fait, le pain que je fabrique est nécessairement issu des céréales que je produis. Je n'ai pas le droit d'acheter ni du lait ni de la farine. Donc il y a une traçabilité directe entre les céréales que je produis. Et ensuite, j'ai également fait le choix de pouvoir faire ma farine fraîche sur place tous les jours et ensuite pouvoir faire mon pain. C'est une vraie filière courte. Pour l'instant, il est vrai que je produis mes céréales à côté d'Annecy, à Saint-Félix, donc une centaine de kilomètres. Mais le projet à terme, ce serait de remettre la culture des céréales sur place dans la vallée de Chamonix, qui serait très symbolique. J'ai réuni en fait les différents savoir-faire que j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel. D'une part, je suis fils de paysan. J'ai voulu, dans un premier temps, m'en éloigner, après y avoir passé beaucoup de temps. Et puis j'y reviens tout naturellement. Par contre, en faisant des choix qui sont vraiment les miens, j'ai eu un parcours professionnel assez varié qui m'a conduit à rencontrer beaucoup de professionnels, notamment beaucoup de restaurateurs et de personnes qui travaillent dans la restauration à Chamonix, sommeliers, cuisiniers. Et du coup, c'est vrai que c'est eux qui m'ont un petit peu donné un peu de confiance pour que je me lance en fait. Je voulais vraiment refaire du pain comme on en faisait auparavant. Produire des variétés de blé adaptées au terroir. Auparavant, dans chaque région, on avait une multitude de variétés adaptées au terroir qu'on a perdu par la suite. Ma démarche essentielle pour moi, c'était effectivement de produire un blé de qualité, sans aucun traitement chimique, et ensuite de pouvoir le valoriser en farine et en pain. Je connaissais Mickey, en fait, j'ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de restaurateurs et de personnes travaillant dans le milieu de la restauration, que je lui ai dit, que ce soit sommeliers ou cuisiniers. Et le contact avec Mickey était évident, il est très proche à la fois du produit, ce qui fait vraiment les valeurs de sa cuisine. Comme d'autres chefs ont pu le dire, effectivement, la valeur d'une cuisine, c'est de partir d'aliments simples et d'en faire un plat exceptionnel. Et c'est là, effectivement, l'intérêt de se rapprocher du producteur, trouver des vrais produits, entre parenthèses, des produits simples, des produits originaux, avec des variétés qui sont locales ou relativement rares à trouver, produits dans des conditions optimum, et ensuite de les exacerber sur un plat. Et c'est vraiment le travail du restaurateur, et en particulier de Mickey. Effectivement, comme je vous disais, c'est le contact que j'ai pu avoir avec Mickey est évident parce qu'il est proche du produit et du producteur. Cette cuisine est détonnante car il y a toujours un produit au cœur de l'assiette. C'est une cuisine que moi j'aime particulièrement, elle ressemble un peu au chamoniard. Il y a bien sûr de la structure, il y a du travail, il y a du professionnalisme, évidemment pour un chef de ce niveau-là. Mais peut-être que quand on comprend un peu mieux cette cuisine, il y a une notion d'évidence car c'est un restaurant qui est ouvert à l'année, on peut manger ici à midi pour 20 €. C'est une cuisine sociale, c'est une cuisine de mec qui vous reçoit comme une table d'hôte toute l'année. Bon, ton producteur, là, il est labellisé Bourdillat. Hein. Tout à fait. Juste à côté de Chamonix. Les Ouches, ça va, c'est à côté, on est à l'entrée. Belle rencontre. Ouais, belle rencontre, un grand personnage. Ouais. On déguste? On y va. Allez.
Alors tu vois le pain perdu, tu as vu la couleur, tu vois comment il est. Donc, quelle bonne idée comme ça en saison. Juste comme ça. Avec 2 verres de blanc que Valérie nous a sélectionnés. Oui, tout à fait. Julien Bergeron de chez Berlioz. Là, l'histoire aussi de ces vignerons savoyards. Regardez un peu cette couleur ambrée, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ça. Donc tu vois, on dresse en mettant tous les escargots et il faut de la sauce dessus, que ça soit gourmand. Voilà, comme ceci. Après, on a fait une petite tuile au parmesan, c'est quelque chose de très simple. C'est en fin de compte, on additionne 10% de farine dans du parmesan râpé, qu'on cuit dans une poêle anti-adhésive, qu'on va venir dessus comme ça terminer. Ah, c'est top ça. Là, ceci, c'est des feuilles de persil plat qu'on a juste passées à l'huile d'olive, salées, et qu'on sèche par des créneaux de 10 à 15 secondes au micro-ondes. C'est très joli. Hein. Et là, on les met comme ça, on touche. Comme quoi, avec des choses simples, on peut faire des grandes choses quand même. Hein. Allez, on goûte. Je m'y prends comment? Je m'y prends bien? Très bien, super. On a dit qu'on était décontracté ici. Ah, c'est clair. L'escargot. Si on l'avait mis sur un verre, ça ferait un véritable tapas. Toute l'histoire du tapas, qui à l'origine, c'est une tranche de pain pour venir fermer le verre pour pas que les moucherons tombent dans le verre de vin. Non. Et génial ça. Toute l'origine du tapas, c'est ça. Donc là, on a fait. Et tu vois, tu sens le. Ouais. Tu vois le mou, le croustillant. Tu magnifies le produit, cet escargot de Haute-Savoie de Maglan. Différence de matière avec le pain perdu. Je comprends pourquoi tu as insisté sur le fait que le pain doit être très mouillé, sinon il serait trop sec par rapport à l'escargot. Et l'élément de liaison, le parmesan, qui fait juste, tu sais, le petit drap. On n'est pas accentué en ail, en plus on n'en met pas beaucoup, on en met juste une touche subtile pour pas que ça soit trop fort, pour garder ce goût du produit et pas le cacher surtout. C'est ça qui est très important dans la cuisine, on est là juste pour exaucer le produit, on n'est pas là pour passer par-dessus, quoi. Il faut bien faire attention, quoi. Et tu vois, je retiens ton astuce. Effectivement, on peut mettre beaucoup plus d'ail avec ton escargot, mais là, c'est l'anchois qui met cette note salée. Tout à fait. Le petit complice comme ça qui arrive, qui réveille l'escargot, et le pain aussi, mais qui ne reste pas en bouche. Voilà. En redescendant l'aiguille du midi, on se fait ça. Petite soupe à l'ail des ours, c'est ça. On emmène skier, ouais. Et puis on se fait ça après. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Je suis très fier qu'il m'ait demandé que ce soit moi qui puisse parler de lui. Ça veut dire que notre amitié est vraiment forte et vraiment profonde et elle est vraiment sincère. Et c'est ça vraiment qui m'a le plus touché par rapport à ça. Et j'ai dit oui tout de suite, évidemment, parce que pour Mickey, on dit oui tout de suite.